Un vent implacable balaie la vaste steppe mongole. Sans obstacle, sa trajectoire n'est interrompue par aucun bois. Aucun relief ne parvient à dévier son immense force. Les températures chutent à moins 40 degrés Celsius et continuent de baisser. L'effet du refroidissement éolien pousse la sensation de froid au-delà de moins 45 degrés Celsius. Toute peau exposée gèlera complètement en quelques minutes. En quelques secondes, le métal se brise et l'eau se transforme en glace. Une structure blanche et en forme de dôme est solidement ancrée à la terre stérile, au milieu de ce plateau gelé. Un panache de fumée s'élève de son centre. Une famille dort au chaud à l'intérieur. Cette habitation particulière est appelée un gers. Les Occidentaux l'appellent souvent une yourte, mais ce terme signifie en réalité territoire et non un lieu de refuge. Ces résidences transportables abritent des éleveurs nomades depuis 3 millénaires. Lors d'hivers capables de tuer des humains non protégés en quelques heures, le gers transcende la définition d'une simple tente. Il représente un mécanisme ingénieux conçu pour supporter des conditions rigoureuses. Des catastrophes ont affiné chaque composant et chaque détail est méticuleusement calibré pour résister à un paysage n'offrant aucun refuge naturel. La question n'est pas de savoir si le gers est efficace. La question est plutôt de savoir comment il y parvient. Comment une construction circulaire de bois et de laine parvient à produire une chaleur tropicale alors que le monde extérieur s'efforce de tout geler. La vaste steppe impose des restrictions incroyablement rudes. Les températures chutent fréquemment à moins 40 degrés Celsius. Dans des conditions extrêmes, le thermomètre peut enregistrer un glacial, moins 50 degrés Celsius. L'altitude élevée retient l'air glacial captif au-dessus du plateau pendant des mois entiers. Le système de haute pression sibérien s'établit au-dessus, solidifiant le gel intense. Cependant, la température seule n'est pas le seul signe avant-coureur de la mort. Le vent mordant amplifie considérablement la sensation de froid. Dépourvu d'arbres ou de terrains variés pour entraver son passage, le vent accélère sur le vaste sol, générant des courants laminaires qui frappent les structures avec une force immense. Un édifice rectangulaire présente une façade plate à cet assaut. Le vent s'abat contre son mur, générant une haute pression d'un côté et un vide dangereux sur la face opposée. Ce différentiel de pression crée des forces de portance et de traînée, suffisamment puissantes pour arracher les toits conventionnels de leurs ancrages. La yourte possède une forme cylindrique. Les analyses aérodynamiques révèlent que les constructions circulaires diminuent le coefficient de traînée d'environ 30% par rapport à leurs équivalents rectangulaires. Le vent n'impacte pas violemment la yourte. Au contraire, il s'écoule gracieusement autour de ses contours. Le toit conique et de faible hauteur dirige la pression du vent vers le bas, empêchant efficacement la création d'une portance ascendante. Plus la force du vent est grande, plus la structure est solidement pressée dans le sol. Ce n'est pas un simple hasard, c'est l'aboutissement d'une conception évolutive. La steppe teste rigoureusement chaque structure face à 4 catégories distinctes de calamités hivernales catastrophiques, chacune portant une appellation unique. Chagarnzoud, également appelée la mort blanche. Les chutes de neige prodigieuses ensevelissent le paysage sous des couches qui peuvent atteindre bien au-dessus de la taille. La masse accumulée sur le toit conique nécessite un déblaiement diligent toutes les quelques heures pour éviter une défaillance structurelle. La neige isole complètement la yourte, coupant tout accès au pâturage et aux sources d'eau vitale. La famille est contrainte de creuser des tunnels pour accéder aux enclos du bétail. La neige accumulée forme une barrière isolante autour de la base de l'habitation. Mais cette protection présente un inconvénient majeur. La neige entassée obstrue les ouvertures de ventilation, piégeant la fumée et le monoxyde de carbone si l'appareil de chauffage fonctionne mal. Le pasteur doit peser l'isolation thermique face au danger d'asphyxie. Karzoud, connu sous le nom de fléau noir. Cela signifie une frigidité extrême, sans aucune chute de neige. Les températures chutent à moins 40 degrés Celsius, voire plus bas. Néanmoins, le ciel reste dégagé et le sol est à découvert. Sans neige à faire fondre, toutes les sources d'eau gèlent complètement. L'accès aux puits d'eau devient impossible. Les éleveurs sont contraints de briser d'épaisses formations de glace ou de faire fondre le peu de neige qui s'accumule. Dans les zones protégées, l'absence de barrière de neige rend les fondations de l'habitation vulnérables aux vents abrasifs. Ce processus extrait la chaleur à travers le feutre, là où il est en contact avec la terre gelée. Les animaux de la ferme, incapables de creuser à travers la glace pour atteindre le fourrage, commencent à mourir de faim. Cette forme particulière de Dzoud ne met pas à l'épreuve l'infrastructure physique, mais plutôt les provisions stockées, la subsistance, les sources d'énergie et le fourrage pour le bétail, tenus prêts pour une crise. Le Dzoud tumoral, également connu sous le nom de mort de fer. Une période trompeuse de temps printanier commence. La température ambiante monte au-dessus de 0 degré Celsius pendant une période d'1 ou 2 jours.
La neige se transforme en un état semi-liquide, suivi d'un retour abrupt de conditions glaciales. Ce gel rapide solidifie tout, créant un terrain ressemblant à du verre. Une couche de glace enveloppe la terre dans une carapace inflexible. Le sol s'avère impénétrable aux sabots des chevaux. Les moutons sont empêchés de déterrer la végétation verdoyante en dessous. Les troupeaux sont confrontés à la famine, paradoxalement situés au-dessus d'une nourriture qu'ils ne peuvent atteindre. Avec son albédo élevé, la glace reflète la lumière de la lune et des étoiles, amplifiant le processus de refroidissement radiatif. La nuit, la température intérieure de la yourte peut chuter à un rythme accéléré, dépassant celle des périodes de froid ordinaires. La raison sous-jacente est que le sol lui-même est devenu une surface réfléchissante, reflétant la perte d'énergie thermique à l'état gelé. Appelé Kitazud, il incarne un froid fatal. Ce que nous observons est une aberration thermique sans précédent. Il n'y a pas de chute de neige, pas de tempête de verglas. Seulement un froid intense qui plonge bien en dessous des repères historiques établis. Les températures descendent à moins 50 degrés Celsius, voire plus bas. Ces températures évaluent rigoureusement l'endurance thermique maximale de la yourte et les réserves métaboliques de ceux qui y résident. Toute peau exposée gèle solidement en moins de 2 minutes. Le souffle se transforme instantanément en cristaux de glace dans l'air. Frapper des outils métalliques les fait voler en éclats. Le poêle exige une combustion incessante, dévorant le combustible à des rythmes qui menacent d'épuiser les provisions d'hiver. Les familles se serrent sous des piles de peaux de mouton, limitant leurs mouvements pour conserver de précieuses calories. Ce scénario révèle quelles yourtes ont été construites avec intégrité et lesquelles ont lésiné sur la densité du feutre ou la solidité de leur bande de tension. Ces événements catastrophiques se produisaient autrefois tous les 10 ans, laissant aux éleveurs amplement le temps de reconstituer leurs populations animales et de renouveler leurs réserves entre chaque catastrophe. Le changement climatique a accéléré ce cycle. Ces événements se reproduisent désormais tous les 2 ou 3 ans, exerçant une pression inégalée sur les stratégies de survie ancestrales. Malgré cela, la yourte perdure comme l'abri le plus efficace. Sa conception affinée sur plus de 3000 ans de pressions évolutives pour gérer précisément ces conditions extrêmes. L'ossature de la chaise est fabriquée à partir de bois spécifiques, saule, bouleau ou mélèze, choisis pour leur souplesse inhérente lorsqu'ils sont soumis à des contraintes. Les parois de l'enceinte sont formées de segments de treillis pliables, appelés canas. Chaque segment comprend un réseau de lattes de bois fixées à leur jonction, créant des ouvertures rhomboïdales capables de s'étendre ou de se rétracter par un mouvement de ciseaux. Cela ne sert pas de simple ornementation, mais de conception géométrique pour la distribution des charges. Si la neige s'accumule sur la canopée, sa masse exerce une pression sur de nombreux supports de toit, qui à leur tour pèsent sur les parois en treillis. Cette configuration rhomboïdale transmet efficacement la force descendante au sol, empêchant la concentration des contraintes en un seul point. Sa souplesse inhérente évite un effondrement désastreux lors de fortes tempêtes. Au lieu de se fracturer, la paroi cède et bouge avec les forces. Les attaches métalliques ne sont pas utilisées pour relier les bandes. Lorsque les températures chutent à moins 50 degrés Celsius, le métal perd sa ductilité et devient fragile. De plus, le métal canalise directement les températures glaciales dans la construction, formant ainsi des ponts thermiques par lesquels la chaleur peut se dissiper. Inversement, les Mongols utilisent des youdières, qui sont des bandes de peau de chameau non traitées. Lorsqu'elles sont humidifiées et appliquées, la peau se contracte en séchant, formant un lien plus sûr que n'importe quel nœud fait à la main. Cependant, contrairement au métal, la peau animale traitée conserve sa flexibilité lors d'une forte tempête de neige, tandis que le gerre tremble. Les connexions faites en peau absorbent la force cinétique, permettant un léger mouvement de rotation sans se fracturer. La construction réagit avec adaptabilité, se pliant au lieu de se fracturer. Les poutres de soutien du toit descendent d'un élément circulaire central, atteignant le bord supérieur des murs. La force gravitationnelle les tire vers le bas et vers l'extérieur sans entrave. Une telle force vers l'extérieur ferait s'aplatir les murs. Le remède implique les koshlan, qui sont de solides cordes de laine entrelacées, qui entourent la circonférence supérieure du treillis. Ces bandes de retenue transforment la pression extérieure du toit en une contrainte circonférentielle compressive, rapprochant ainsi plus fermement les segments de mur. La physique sous-jacente établit un cycle d'autorégulation. Une charge accrue sur le toit produit une force extérieure plus importante, intensifiant ainsi la tension à l'intérieur des bandes, qui à leur tour fixent les murs plus fermement. L'édifice gagne intrinsèquement en solidité, dans les circonstances mêmes qui mèneraient typiquement à sa destruction. Au zénith se trouve le tuno, le principal composant circulaire en bois, par lequel chaque support de toit s'étend. Dans les yourtes plus compactes,
L'anneau central maintient sa propre stabilité, soutenue exclusivement par la force de compression exercée par les supports. Pour les constructions plus importantes, une paire de piliers verticaux assure son soutien. Le tunnel est conçu pour supporter une contrainte considérable, provenant de nombreux supports convergents. Pour éviter la fracture, il est fréquemment formé à la vapeur ou assemblé par tenons et mortaises à partir de bois robustes. Cependant, la fonction du tunnel s'étend au-delà de la simple intégrité structurelle. Il représente l'unique ouverture de tout l'édifice. Il fonctionne à la fois comme fenêtre de toit et comme évent de fumée. De plus, il fonctionne comme un dispositif pour marquer le temps. Une famille habile est capable de démonter cet ensemble complet en 30 à 60 minutes. Le treillis est replié. Des supports sont utilisés pour fixer les couvertures de feutre roulées. Tous les composants sont chargés sur une paire ou un trio de dromadaires. Alternativement, une charrette tirée par un seul bœuf peut accomplir cette tâche en 1 à 2 heures. La gère est remontée. Cette transportabilité inhérente dépasse la simple commodité. Elle représente la principale protection contre la catastrophe. L'ossature en bois lui confère à la fois sa forme et son intégrité structurelle. Il n'offre aucune isolation thermique. Le matériau isolant est constitué de feutre. Originaire de Mongolie, le sgyu est un tissu non tissé possédant des caractéristiques thermodynamiques. Cela le distinguait de tous les matériaux contemporains. La laine de mouton est la matière première du feutre. De minuscules écailles enveloppent les fibres de laine. Lorsqu'elles sont soumises à la chaleur, à l'humidité et à des perturbations mécaniques, ces écailles s'entrelacent. Cela forme un tapis compact et inséparable. La production de feutre dans la steppe est une entreprise collective et industrielle. Toute la famille élargie y participe. Parfois, les campements voisins se joignent également. La tonte a lieu au printemps. Ceci est fait pour recueillir l'épais sous-poil développé pour l'hiver. Qui avait isolé le mouton contre la vague de froid précédente? La laine conserve sa texture grasse, riche en lanoline. Cela aide les fibres à glisser et à s'entrelacer pendant le processus de feutrage. La laine non filée est étalée sur le sol. Elle est ensuite méticuleusement triée pour éliminer les corps étrangers, tels que les débris végétaux, la terre et les excréments desséchés. Par la suite, elle est humidifiée avec de l'eau. Occasionnellement, elle est combinée avec du petit lait ou du lait caillé, servant d'élément cohésif. La laine humide est fermement enroulée autour d'un poteau en bois, formant une forme cylindrique d'un diamètre comparable à un torse humain, environ 30-40 cm. Cette laine fraîche est enveloppée par un vieux morceau de feutre, appelé le feutre-mère, qui la protège tout au long du traitement rigoureux qu'elle subira bientôt. Cette couche protectrice garantit que la laine naissante ne se déchire pas et ne forme pas de zone vulnérable, même lorsqu'elle est soumise à d'innombrables coups puissants. Par la suite, le rouleau est attaché à une corde et tiré par un cheval à travers la steppe sur plusieurs kilomètres. Parfois, le paquet est remorqué par un cheval, lancé au galop pour atteindre la plus grande énergie d'impact possible. Alternativement, jeunes et adultes tirent tour à tour le paquet sur un terrain accidenté, en chantant des mélodies de travail synchronisées pour coordonner leurs actions. Cet impact répété compacte la laine, forçant ces minuscules écailles à s'accrocher et à s'entrelacer, produisant simultanément une chaleur de friction suffisante pour intensifier le processus de feutrage. Après de nombreuses heures de traction, la masse cylindrique est déliée. La laine, autrefois un ensemble de fibres lâches, est maintenant devenue un tissu compact et cohésif. Cependant, l'opération reste incomplète. Le feutre est ensuite réenroulé selon une autre orientation et soumis à un traînage supplémentaire, garantissant un compactage uniforme et éliminant toute zone fragile. Une feuille de feutre achevée peut être tirée sur une distance de 10 à 15 km sur une période de 2 jours. Le résultat final est un panneau substantiel et lourd, atteignant parfois une épaisseur de 4 ou 5 cm. Ce matériau peut être coupé et profilé pour s'adapter à la structure du GR. Plusieurs couches de ce feutre enveloppent l'édifice, les sections les plus épaisses étant allouées à la façade nord, qui subit la plus forte force du vent, et à l'ouverture sud, où la perte thermique est la plus importante. Son épaisseur est considérable. Cependant, le feutre ne fait pas qu'empêcher le froid. Il produit activement de la chaleur. La laine possède des propriétés hydrophiles, attirant l'humidité de l'atmosphère ambiante. À l'intérieur d'une yourte, l'atmosphère est humide en raison des exhalations des dormeurs et de la vapeur émanant du thé chaud. Lorsque les panneaux de feutre sec absorbent cette humidité, des liaisons hydrogènes se développent entre les particules d'eau et les constituants d'acides aminés de la laine. Cette formation de liaison est un processus exothermique, libérant de l'énergie thermique. Des recherches révèlent qu'un seul kilogramme de laine desséchée
est capable d'émettre environ 100 watts de puissance thermique sur plusieurs heures en absorbant l'humidité. Par conséquent, lorsque les températures nocturnes diminuent et que l'humidité relative interne augmente, les murs produisent chimiquement de la chaleur. Le feutre fonctionne comme un accumulateur thermique, modérant la température interne face aux conditions de gel externe. L'isolation contemporaine s'avère inefficace dans l'environnement de la yourte en raison de sa nature imperméable. Les matériaux en fibre de verre et en mousse retiennent l'humidité, qui se condense ensuite et se solidifie en une couche de glace, compromettant ainsi leurs propriétés d'isolation thermique. Le feutre est respirant. Il facilite le passage de l'humidité à travers le mur, lui permettant de se sublimer à l'extérieur, préservant ainsi la sécheresse et l'efficacité de l'isolation. Cette approche de la régulation de l'humidité revêt une importance équivalente à l'impédance thermique. Une isolation thermique dépourvue de source de chaleur n'est qu'une enceinte froide dans un environnement manquant de bois de chauffage. Le peuple mongol exploite sa seule source d'énergie abondante, l'énergie solaire que leur bétail convertit en excréments. La combustion du bois est exclusivement allouée aux charpentes structurelles et non à la production d'énergie. Au lieu de cela, les éleveurs nomades collectent et dessèchent les déjections animales. L'argale, fumier bovin, sèche rapidement et brûle vivement avec une flamme intense. Il sert de combustible estival pour faire bouillir l'eau rapidement. Mais il n'offre pas une chaleur prolongée suffisante. Le kurgan, un amalgame compressé d'excréments ovins et caprins, fonctionne comme une source d'énergie hivernale dans les enclos pour animaux. Les animaux ovins compactent leurs fesses en strates denses, mêlées d'urine et de terre. Les éleveurs nomades découpent ce sol solidifié en blocs compacts. Ces blocs possèdent une densité énergétique allant de 14 à 16 mégajoules par kilogramme, une valeur comparable à celle du lignite. Ils brûlent avec une intensité progressive et couveuse, fournissant une chaleur radiante constante qui persiste tout au long des longues soirées d'hiver, sans nécessité de réapprovisionnement fréquent. L'appareil de chauffage est positionné précisément à l'épicentre géométrique de la yourte. Cet agencement n'est pas seulement un choix culturel, il représente une conception thermodynamique optimale. L'unité de chauffage elle-même, généralement fabriquée en fonte, présente une forme basse et cylindrique, avec une surface de cuisson plane au-dessus et une chambre de combustion en dessous. Au cours des dernières décennies, des fûts d'huile en acier mis au rebut ont été ingénieusement transformés en dispositifs de chauffage improvisés, méticuleusement sectionnés et assemblés pour créer des compartiments de combustion très efficaces. Positionné vers l'entrée de la yourte, le point d'accès de la chambre de combustion facilite le réapprovisionnement simple en combustible, évitant ainsi toute intrusion dans la zone sacrée adjacente au sanctuaire. Le conduit de cheminée s'élève directement vers le haut, perçant l'ouverture du toit. L'écart de température considérable, avec le feu interne atteignant environ 600 degrés Celsius dans la chambre de combustion et l'air extérieur chutant à -50, génère un immense tirage ascendant. Cet effet de cheminée sert de mécanisme fondamental, propulsant l'ensemble de l'appareil de régulation thermique. De l'oxygène frais est aspiré par des ouvertures autour de la porte et par des fentes d'aération intentionnellement conçues, situées entre les couches de feutre. Les fumées sont efficacement évacuées vers le haut par le conduit de cheminée. Cette ouverture peut être partiellement scellée par un déflecteur en feutre partant rigoureux, atténuant les pertes thermiques tout en préservant un flux d'air suffisant pour maintenir la combustion. Cette circulation d'air naturel élimine le besoin de ventilateurs motorisés ou de pompes à air manuelles. Le processus de combustion s'autorégule. Si la combustion diminue, un volume réduit d'air chauffé s'élève, diminuant ainsi le tirage ascendant et permettant un plus grand afflux d'air froid riche en oxygène par le dessous, ce qui à son tour relance la combustion. L'ensemble de l'appareil maintient son propre équilibre. L'énergie thermique émanant de l'unité de chauffage centrale frappe le plafond conique et descend le long des parois incurvées, établissant des courants de convection inhérents qui distribuent l'air chauffé vers les zones de couchage périphériques. La configuration sphérique empêche la formation de recoins froids où l'air immobile pourrait s'accumuler et se figer. Chaque mètre carré de l'environnement interne bénéficie d'une distribution thermique. Les couchettes sont positionnées le long de la périphérie, légèrement surélevées du sol sur des structures en bois, pour contourner la strate d'air la plus dense et la plus froide qui s'accumule au niveau du sol. Pendant les mois d'hiver les plus rigoureux, l'appareil de chauffage fonctionne sans interruption. Une personne doit se lever toutes les 2 à 3 heures pendant la nuit pour réapprovisionner le combustible. Les familles établissent des quarts de sommeil rotatifs. Fréquemment, l'aîné assure la veille nocturne, acquérant responsabilité et expertise dans le contrôle du feu,
crucial pour sa future vie domestique. Laisser les flammes s'éteindre complètement présente un danger. Rallumer un feu à partir de cendres froides, surtout lorsque la température interne est tombée en dessous de 0 degrés Celsius, peut prendre 1 heure, voire plus. Pendant cette période, le froid imprègne le feutre. Par conséquent, les doigts deviennent trop engourdis pour manipuler l'amadou efficacement. Le GR ne lutte pas contre les principes thermodynamiques. Au contraire, il les maîtrise avec une précision comparable à celle d'installations de chauffage sophistiquées. Tandis que le GR fournit le climat localisé, l'organisme humain est contraint de s'adapter pour survivre en son sein. Cet ajustement implique des aspects nutritionnels et métaboliques. La subsistance estivale est composée presque exclusivement de produits laitiers, de lait de jument fermenté, de produits laitiers cultivés et de caillés de fromage desséchés. Cela fait référence au Chaganidae, ou nourriture blanche, qui purifie le corps pendant les périodes d'abondante production de lait. La saison froide nécessite l'Ulanidae, connue sous le nom de nourriture rouge, qui est la viande. La consommation énergétique quotidienne d'un berger en hiver dépasse souvent 3000 à 4000 kilocalories. Leur subsistance est riche en lipides et protéines animales, provenant de la viande de mouton, de bœuf et de cheval. L'assimilation de ces macronutriments concentrés initie la thermogenèse alimentaire, un mécanisme biologique par lequel l'organisme produit une chaleur interne substantielle simplement par la décomposition de la nourriture. Ces peuples nomades activent leurs processus métaboliques internes en accord avec la chaleur du foyer. Pour surmonter l'obstacle logistique du transport de viande sur de vastes étendues, les Mongols l'ont desséchée et réduite en poudre, appelée bort. Cette poudre de faible masse reste viable pendant de nombreuses années et se transforme rapidement en un bouillon puissant et riche en énergie. Cette provision portable a permis aux forces mongoles de voyager sans être encombrées par des convois logistiques. Elle reste un élément de survie fondamental. Les vêtements offrent des couches isolantes supplémentaires grâce à une rétention d'air délibérée. Le del, un vêtement long de style tunique, enveloppe le corps du porteur et est attaché par une ceinture en soie ou en coton serrée autour de la taille. Cette ceinture forme un compartiment fermé sur la poitrine, retenant efficacement l'air chauffé à proximité des organes vitaux, y compris le cœur et les poumons. Ce compartiment fonctionne comme une forme de protection thermique portable. Les dels conçus pour l'hiver sont doublés intérieurement de toisons de mouton, positionnés vers l'intérieur, capturant ainsi l'air près du corps. Les peaux de loup sont particulièrement appréciées pour les garnitures de chapeaux en raison de leur résistance supérieure à l'accumulation de givre due à la respiration par rapport aux autres fourrures, assurant une protection faciale sans formation de glace. Les chaussures mongoles se caractérisent par leur bout de pied nettement courbé vers le haut. D'un point de vue culturel, cette conception est attribuée au désir d'éviter de déranger les esprits terrestres. Cependant, la vérité thermodynamique révèle que cette configuration génère un espace d'air directement devant les orteils. À cheval, les pieds restent immobiles et sont sujets aux engelures. Cette cavité d'air offre une isolation, protégeant les orteils du cuir froid et des étriers métalliques. Chaque composant combine harmonieusement des aspects d'habitation, de sources d'énergie, de subsistance et de vêtements, tous méticuleusement adaptés aux mêmes exigences environnementales. De plus, la yourte sert d'indicateur temporel. Son alignement est constant. L'entrée pointe invariablement vers le sud. Cela n'est pas basé sur des croyances mystiques. Une orientation sud protège l'entrée des intenses coups de vent du nord et du nord-ouest, prévalant pendant l'hiver de la steppe, protégeant ainsi l'intérieur des courants d'air et de la neige accumulée. Pourtant, l'entrée orientée vers le sud offre une utilité supplémentaire. Elle transforme l'édifice entier en un dispositif de chronométrage alimenté par le soleil. Avec la progression du soleil dans le firmament, le faisceau de lumière pénétrant par le tunnel traverse le treillis interne à un rythme constant et prévisible. Le peuple mongol divisait la journée en 12 périodes, chacune correspondant à un animal du zodiaque, plutôt que d'utiliser les divisions horaires occidentales conventionnelles. L'heure du serpent s'étend de 9h à 11h. Pendant cet intervalle, la lumière du soleil illumine la partie ouest du mur. La période désignée comme l'heure du cheval s'étend de 11h à 13h. Le soleil atteint son point culminant à midi. De 15h à 17h, on observe l'heure du singe. Pendant ce temps, les rayons du soleil éclairent la zone de couchage est. Le foyer aligne ses tâches quotidiennes, telles que la traite, le pâturage du bétail et la préparation des repas, avec la progression de la lumière du soleil. Il n'y a pas besoin d'un garde-temps mécanique. L'habitation fonctionne comme son propre dispositif de mesure du temps. L'aménagement intérieur de la structure suit une disposition hiérarchique. Afin d'éviter les disputes pendant de longues périodes de vie à l'intérieur,
La section directement en face de l'entrée, connue sous le nom de Hooimor, occupe la position la plus estimée. Cet espace abrite l'autel sacré du foyer et des représentations photographiques des ancêtres. Les membres âgés de la communauté et les visiteurs sont assis à cet endroit. De plus, c'est la zone la plus confortable, étant la plus éloignée des courants d'air froid provenant de l'entrée. La section ou habitation est désignée comme la sphère masculine. L'équipement de chasse, les selles d'équitation et les récipients remplis de lait de jument fermenté sont stockés dans cette zone. Inversement, la partie est est réservée aux femmes. Les ustensiles culinaires et les articles appartenant aux enfants sont situés dans cette zone. La cheminée centrale est considérée comme la propriété de Galgalan, l'esprit du feu. Jeter des ordures ou du liquide dans les flammes constitue un affront à l'entité qui confère chaleur et vitalité. Traverser l'appareil de cuisson, c'est profaner sa nature sacrée. De telles pratiques cérémonielles renforcent les mécanismes essentiels à la poursuite de l'existence. Une révérence due doit être accordée à la flamme. Sans sa présence, le GR ne serait qu'une enceinte froide, recouverte de feutre. La caractéristique la plus avancée du GR n'est pas sa construction, c'est plutôt sa nature transitoire. Dans un environnement sujet à des calamités dévastatrices, où 90% des troupeaux pourraient périr s'ils étaient pris dans un endroit inadapté, le mouvement offre la seule véritable sécurité. La véritable sécurité ne se trouve que dans le mouvement. Si les pâturages deviennent improductifs en raison de la sécheresse ou d'un hiver rigoureux Zoud, les éleveurs entreprennent une relocalisation stratégique. Cela implique un retrait planifié vers des zones de pâturage de secours, souvent situées à plusieurs centaines de kilomètres. Cela implique un déplacement calculé vers des pâturages alternatifs, souvent situés à plusieurs centaines de kilomètres. La transportabilité du GR permet aux habitations humaines de suivre leur principale source de nourriture, le bétail, au lieu de contraindre les animaux à se nourrir près d'un édifice permanent. Sa nature mobile permet à l'habitation humaine de suivre le troupeau, qui est sa subsistance, plutôt que de forcer les animaux à paître près d'une structure immobile. Cela représente l'adaptation cruciale qui facilite l'existence humaine à travers la steppe. La capacité de démonter le camp et de quitter les pâturages épuisés est en essence une question de survie. Les résidences immobiles se transforment en pièges mortels. Le GR fonctionne comme un moyen d'évasion. Sa construction modulaire permet des réparations sur des composants individuels. Si un support de toit se brise pendant une tempête, il peut être remplacé sans avoir besoin de démonter toute la structure. Quand une partie du revêtement en feutre se détériore, elle peut être remplacée. Le système est robuste et adaptable, capable de fonctionner même après avoir subi des dommages. Ce principe fondamental de mouvement est actuellement évalué dans des circonstances nouvelles. De vastes mouvements de population vers la capitale, Ulaanbaatar, a entraîné la formation de vastes campements de yourtes. Ce sont des campements informels immobiles, où des centaines de milliers d'anciens éleveurs résident dans des yourtes installées de manière permanente. À l'origine, la yourte était conçue pour être posée à même le sol et déplacée fréquemment. Une fois installé de manière permanente en milieu urbain, le sol sous-jacent gèle perpétuellement, entraînant une dissipation thermique dans la terre. Dans l'immense steppe, la fumée générée par les feux alimentés par les déjections animales se dissipe sans délai. Dans la vallée d'Ulaanbaatar, l'adoption du charbon non traité à la place du combustible traditionnel à base de bouse signifie que ces yourtes contribuent désormais de manière significative à certaines des contaminations atmosphériques les plus graves du globe. Ces mêmes éléments de conception, conçus pour retenir la chaleur, capturent désormais par inadvertance des particules dangereuses en suspension dans l'air. La construction en feutre scellé et la circulation d'air restreinte s'avèrent préjudiciables dans ces circonstances. Éliminer sa portabilité inhérente perturbe l'ensemble du système interconnecté. Cette habitation, développée pour résister aux rigueurs de la steppe, est incapable de supporter une existence sédentaire. Loin d'être un simple artefact historique, la yourte mongole représente une réponse suprêmement optimisée à un ensemble distinct de défis thermodynamiques et logistiques. Les vents dominants ont déterminé sa configuration arrondie. Les températures glaciales ont influencé la composition chimique de sa laine. La disponibilité du bétail a déterminé sa source d'énergie. Les événements défavorables ont rendu nécessaire sa capacité de mouvement. De la structure minuscule des fibres de laine au passage quotidien du soleil à travers le tunnel-trou de fumée, la yourte combine harmonieusement de nombreux systèmes en un appareil de survie efficace. Même à des températures chutant à moins 50 degrés Celsius, un point où les infrastructures contemporaines se fracturent et cessent généralement de fonctionner, la yourte fonctionne parfaitement. Plus de 3 millénaires d'amélioration continue ont abouti à une habitation qui gagne en résistance sous le poids de la neige,
produit de la chaleur par des processus chimiques à l'intérieur de ses parois, suit le temps en observant la progression solaire et peut être démonté et déplacé en moins de 60 minutes. Cette construction circulaire en feutre et en bois établit un micro-environnement chaud, presque tropical, au cœur d'un désert de glace. La yourte démontre de manière concluante que l'ingéniosité humaine, lorsqu'elle est harmonisée avec les principes naturels au lieu de s'y opposer, possède la capacité de résister à des circonstances qui semblent destinées à éradiquer l'existence. Elle fonctionne comme un mécanisme de survie finement calibré, parfaitement adapté au rythme du vent.